Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue ici à l'Accor Arena pour cette séquence d'ouverture intitulée USA Chine, Inde, le choc des titans. Cette séquence, nous allons tenter de comprendre comment les entrepreneurs français peuvent se positionner dans un monde bouleversé par l'hyperprotectionnisme américain, l'affirmation de la Chine et l'émergence de l'Inde. Pour en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous le général Jean-Claude Gallet. Bonjour général. Bonjour, c'est là. Vous êtes ancien commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Il a également servi dans les renseignements extérieurs, où il a occupé pendant plusieurs années les fonctions de chef du service géopolitique. Il a été en première ligne lors d'attentats, de l'incendie de Notre-Dame et de la pandémie de Covid. Il met aujourd'hui cette expérience de gestion de crise et d'anticipation au service du groupe Michelin. On va aller droit au but. Prenez place. Cette séquence va débuter. Alors, général, votre parcours est marqué par la gestion de crises majeures en France comme à l'international. Et aujourd'hui, vous accompagnez une grande entreprise française dans sa stratégie d'anticipation. En quoi cette expérience avec un E majuscule, de l'armée à Michelin en passant par la crise du Covid, vous donne-t-elle une vision singulière du monde économique et géopolitique actuel en 2025 ? C'est une question, je pense qu'on pourra en parler des heures, mais je voudrais d'abord commencer par une sorte d'avertissement. Oui, l'expérience militaire est très riche, mais opposer un modèle militaire à un modèle civil, je pense que c'est contre-productif dans le contexte actuel. Il s'agit de s'enrichir mutuellement. Ce qu'il y a de singulier de mon parcours, en fait, c'est la continuité entre la gestion de crise, sécurité civile et la gestion de crise à l'international. C'est la capacité rapidement de comprendre, donc d'anticiper, mais aussi de réaliser le SWOT, passer du niveau stratégique à l'exécution, à la rapidité des exécutions, parce que c'est bien la rapidité, c'est bien la vitesse qui nous permet de tenir face à des concurrents, face à des contraintes induites par les modifications brutales de l'environnement international. Maintenant, j'ai droit à 2 minutes, là. Permettez-moi de dire ce que je ressens quand je suis rentré dans le big. Je ressens de l'énergie, je ressens de la volonté, je ressens de l'optimisme, et c'est porté par des mots-clés qui pour moi ont beaucoup de sens, beaucoup de valeur. La vérité, l'engagement, la confiance. Et c'est porté par le monde de l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, vous représentez ensemble, chacun individuellement, mais on le ressent collectivement. Je ne suis pas coutumier de ce type d'événement. On ressent en fait tout ce que j'ai fui dans d'autres parcours. Et tout ce qui peut mener à la catastrophe. Parce que vous êtes ancré à la réalité. Alors, qu'est-ce qui mène dans la réflexion à la catastrophe ? Il y a 4 phases. C'est valable dans la gestion de crise, c'est valable dans l'entrepreneuriat, c'est valable dans la compréhension du monde qui se bouscule actuellement. C'est les 4 mêmes phases qui sont valables depuis les guerres de l'Antiquité qui conduisent à la catastrophe. La première phase, c'est le déni. On ne veut pas voir la réalité. Où on se satisfait de KPI, d'indicateurs vrais ou faux, qui s'inscrivent dans une démarche, pas de propagande, mais qui permettent d'asseoir souvent ses propres intérêts. Une fois que la phase de déni s'est installée, on voit que le monde bouge, mais soi-même, on n'ose pas trop bouger parce qu'on pense que ça va passer. Et cette phase-là, c'est la procrastination. On serre les fesses, excusez-moi l'expression, on dit ouais, ça va passer. Puis après, ça s'accélère. Et ensuite, il y a un flux d'informations et qui deviennent alarmantes, alarmistes. Mais comme on n'a pas anticipé, on est bousculé par l'événement. Donc on perd l'ascendant de ses choix, on perd la maîtrise de ses choix, on perd la liberté stratégique. Déni, procrastination, sidération. Après ça, là, c'est quoi ? C'est la panique. Et la panique, on fait n'importe quoi. Mais là, vous êtes tout le contraire de ça. C'est pour ça que quand je suis rentré dans cet amphi-là, que j'ai assisté au teasing, quand j'ai vu vos clips, vos mots-clés. Attention, les mots-clés, ça s'inscrit sur les murs, mais ça ne doit pas rester aussi une incantation. Hein. Ça doit se vivre. Mais vous, entrepreneurs, vous êtes ancrés avec la réalité. Vous êtes ancrés à la réalité avec vos indicateurs, mais aussi vous êtes ancrés avec la réalité. On l'oublie souvent en France, parce que vous êtes en charge d'âme de vos employés, de vos cadres, de vos ouvriers. Et rien que pour ça, vous avez une responsabilité morale. Ce qui vous différencie nettement d'autres strates de la société ou des institutions françaises. Voilà.
Merci pour cette réponse complète. 3 valeurs à retenir: vérité, engagement, confiance. Alors, quel est selon vous le principal bouleversement géopolitique que les dirigeants doivent garder en tête aujourd'hui? Plus qu'un bouleversement lui-même, c'est une combinaison de facteurs qui ont toujours existé, mais peut-être dans la phase de déni, on n'a pas voulu voir. Le premier, c'est ce qu'un très grand géopolitologue nous a séné, nous a quittés, c'est Gérard Chaliand, c'est le retour des empires, c'est le retour de la puissance, c'est le retour de la force brute, avec la rupture du monde international, de l'espèce de la zone de confort dans laquelle on pouvait évoluer en tant qu'entrepreneur, avec tous les traités, etc. Cette forme de désinhibition. C'est aussi la permanence d'acteurs non étatiques. Dans acteurs non étatiques, c'est la menace terreau, la menace terroriste, mais c'est aussi le rôle des ONG dans la réputation, dans l'attaque à l'image. C'est ce qu'on oublie un peu en ce moment parce qu'on est dans l'immédiateté de la crainte de notre propre anxiété, souvent qu'on fabrique d'ailleurs. C'est aussi le défi climatique. C'est en quoi l'apport des jeunes générations continue à nous ouvrir les yeux et à nous permettre de nous engager et ne pas oublier ce défi qui est quand même mortel pour l'humanité. C'est la révolution, bien sûr, la nouvelle révolution des données qui est liée également à tout ce qui peut être aussi attaque réputationnelle. Donc c'est cette combinaison de facteurs qui ont toujours plus ou moins existé qui fait que l'entrepreneur, certes, il doit être dans la compétitivité, j'ai souvent entendu ce mot-clé, mais il ne doit pas oublier pour autant qu'il est dans un espace maintenant où il va être contesté, il va être disputé, et s'il n'a pas compris cette approche, qui est une approche de dialectique, en fait, là, c'est l'apport de la culture militaire. C'est-à-dire que mon action va être interprétée par un concurrent, soit pour me challenger, ça c'était l'époque, ma génération, soit pour me contester violemment, voire me faire disparaître, et le tout avec, dans un environnement géostratégique où certains États soutiennent à fond leurs entrepreneurs. On le voit les USA avec l'arme, je dis l'arme, de l'extraterritorialité, la Chine en effet miroir, et probablement l'Inde dans quelques années. Tout ça, vous le sentez. Vous le sentez même plus que nos institutionnels. Parce que votre marge de manœuvre, elle est quand même étroite. Et vous devez rester, pour les Français, vous devez rester français ou européens. Donc la marge de manœuvre, elle est encore plus étroite. Donc véritablement la nécessité de comprendre en avance de phase. Vous parliez de l'Europe, des États-Unis, de la Chine. Justement, comment l'Europe peut éviter d'être une victime collatérale de l'antagonisme entre les États-Unis et la Chine? Question clé. Alors, d'aucuns sortent souveraineté. La souveraineté, c'est un peu ce que je vous disais sur certains slogans qui s'incantent mais qui ne se vivent pas. Est-ce qu'on a encore les moyens, actuellement, d'être pleinement souverain en Europe? Difficile. Donc moi, je préfère utiliser réduire la réduction des interdépendances mortifères. C'est quoi? C'est être moins captif d'un seul marché. C'est peut-être avoir un mix d'intégration verticale, c'est-à-dire de savoir-faire qu'on reprend en notre compte tout en maintenant une certaine forme d'externalisation pour conserver l'agilité. C'est peut-être aussi régionaliser l'écosystème de la supply chain. D'ailleurs, là, on est vertueux parce qu'on correspond en fait à l'enjeu du défi climatique. Donc, réduire les interdépendances et ensuite, mais là, ça m'échappe un petit peu, c'est davantage de la politique, c'est savoir dire non à un rapport de force brutal qui n'est pas fondé sur la vérité, savoir s'empêcher, Camus, c'est aussi les valeurs de l'Union européenne par rapport à la Chine, et puis trouver un chemin où on n'est ni l'otage des US, ni l'otage de la Chine, donc s'ouvrir vers d'autres partenariats, l'ASEAN, reconsidérer notre approche avec l'Afrique et aller aussi vers, bien sûr, vers l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. On est déjà à la moitié de cet entretien. Les tensions et les conflits ont des répercussions directes sur l'économie. Comment une entreprise peut-elle anticiper pour rester compétitive dans cet environnement qui est incertain, qui évolue tous les jours? Ouais, l'environnement, c'est la règle des 3 I. Hein. Imprévisibilité, inconnu, incertain. Une fois que j'ai dit ça, ça veut dire que déjà mentalement, comme pour la Covid, ce qu'on a oublié à un moment donné au départ, on ne peut pas prendre les décisions en ayant 99,9%
de certitude. Ça, c'est fini. Ça, c'est ma génération de confort il y a 20 ans. Donc, pour éviter de se retrouver dans cette impasse-là, il est important, c'est fondamental que vous ayez une capacité de veille, pour anticiper, pour gagner le petit temps nécessaire où vous n'allez pas être bousculé par une prise de décision prise sous forte contrainte, pour éviter de vous mettre dans une impasse. Mais ça veut dire aussi que quand vous êtes dans cette démarche-là, qui n'est pas un processus, une démarche, vous rentrez en stratégie et vous devez admettre que les premières décisions, elles seront imparfaites, mais elles seront peut-être réversibles. C'est ce qu'on appelle pompeusement la jonction contradictoire. Mais parce qu'elle résulte d'une compréhension partielle de l'environnement. Et pour y arriver, parce que développer une capacité de veille quand on est une PME, un ETI, c'est aussi un autre facteur. Et tous ensemble, là, vous êtes en train d'y contribuer. C'est peut-être de mutualiser cette capacité. À partir du moment où vous n'êtes pas concurrent, moi, je suis toujours séduit par le dynamisme qu'il y a dans les territoires. Mutualiser certaines capacités de veille, d'anticipation, en intelligence économique, en cyber, en capacité de réaction à une attaque informationnelle, à partir du moment où vous défendez un territoire, un terroir, une image, vous pouvez avoir des secteurs d'activité différents, mais il faut travailler ensemble. Autrement, vous n'y arriverez pas, parce que ça s'accélère. Et la deuxième chose, qui pour moi est clé, alors, je ne sais pas si c'est un péché français, mais on le rencontre même dans les grands groupes, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la rapidité. Alors, je parle de compréhension anticipée, ensuite la rapidité, la vitesse d'exécution. Comment passer du niveau stratégique au niveau tactique? Souvent, l'articulation à pêche, et quand on regarde, c'est souvent, enfin parfois plutôt, excusez-moi, une organisation d'entreprise qui n'est pas véritablement adaptée. Alors, pourquoi c'est important, primordial, d'intégrer la contestation sociale et sociétale dans une stratégie d'entreprise aujourd'hui? Si vous refusez de l'intégrer, déjà, ça veut dire que vous refusez l'obstacle. Donc, c'est contraire à votre mot-clé, la vérité. Et ensuite, si vous arrivez à la comprendre, vous préservez ce qu'il y a de plus précieux au sein de l'entreprise, mais aussi au sein de la société. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux? Ce qu'il y a de plus précieux, c'est votre cohésion. Parce qu'elle repose sur le contrat de confiance, État citoyen, mais également col blanc, col bleu et top management. Et cette cohésion, c'est celle qui vous permettra d'atteindre le Graal. Le Graal dans une entreprise, pour un DG, c'est l'engagement. Parce que c'est ce qui favorisera, là sur un autre mot-clé, l'innovation. Parce que cohésion, confiance, innovation, ça veut dire aussi que vous savez tolérer l'erreur. Ça veut dire aussi que derrière, il y a une circulation de l'information. Ça veut dire que vous ne travaillez plus en silo. Donc comprendre la contestation et comprendre la frustration, comprendre les attentes, ça évite déjà d'avoir une cristallisation de conflits. Ça évite d'importer des tensions qui sont exogènes, qui affectent notre société, mais qui affectent aussi votre écosystème, votre entreprise. Et quand vous y arrivez, quand je cite confiance, engagement, innovation, et puis derrière, c'est la rapidité d'exécution. Derrière, c'est la capacité d'apprendre en permanence de ses erreurs. Pas de ses fautes, de ses erreurs. Vous prenez le pas d'amis permanents, mais des alliés circonstanciels. Comment cette logique elle peut s'appliquer aux entreprises françaises? En fait, cette question, celle-là, elle est plus destinée à nos institutionnels. Parce que je pense que les entrepreneurs ont compris dans le monde aigu de la concurrence que l'allié, en ce qui concerne par exemple, la sécurité et défense, je prends le cas des États-Unis, depuis 1945, on s'est voilé la face, quoi. Il est davantage un concurrent, voire même plus, qui a essayé de nous torpiller avec le lawfare, avec un vrai faux prétexte, une fausse bonne idée, un FBI là, sécuritaire, la lutte contre le terrorisme. Il s'est livré à l'espionnage économique, il nous a torpillés. Et on a l'exemple de grands groupes, que ce soit Alstom, bien sûr, ou BNP Paribas, qui ont été cassés dans leur dynamisme et dans leur élan. Et je dirais même
on vit presque sous la crainte de ce spectre, sachant que la Chine est en train de s'y est mis, que l'Inde s'y mettra probablement. Donc si on n'a pas cette conscience que l'allié en termes de sécurité-défense peut être le concurrent mortifère d'aujourd'hui, ça veut dire que même si on ose, si tu veux que je fasse partie de ta coalition, joue franc jeu sur le terrain économique. Donc on doit être capable de renverser cette tendance. Mais là, c'est plus le propre de nos institutions. Alors, et c'est du politique. C'est plus politique. Alors, face à la vitesse des transformations, comment un dirigeant peut éviter de rester attaché à des modèles, rester dans un modèle qui peut être parfois dépassé dans ce monde changeant continuellement? Je peux parler de ma propre expérience? Bien sûr. Alors, moi, j'ai eu la chance et l'honneur de servir dans 2 unités d'élite, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les services de renseignement extérieur. Et j'avais identifié les 3 C qui pouvaient conduire à mon immobilisme en tant que chef. Ma responsabilité principale était la préparation du futur et la transmission vers les jeunes générations. C'est le corporatisme, c'est le conservatisme et c'est le conformisme. Et pour lutter contre ça, j'avais une règle très simple. J'avais un personnage près de moi, une sorte de fou du roi, vous savez, le Joker. C'est-à-dire quelqu'un que je connaissais bien dans mes 2 métiers différents, qui avait du respect, mais qui me disait la vérité. C'est-à-dire, ouais, mon général, là, tu déconnes. Là, tu es dans tes certitudes. Là, tu es dans tes modèles de l'ancien monde. Tu n'as pas compris que c'est la nouvelle génération. Donc là, même, tu es contre-productif parce que ton management, il n'est plus intergénérationnel. Quelqu'un qui vous remet en question. Ouais. De confiance. C'était ma dose tous les matins. C'était un peu désagréable, surtout quand on est chef avec une aura. Mais ça me permettait finalement de rester humble par rapport à moi-même et mes décisions. Ensuite, il y a quelque chose qui est artificiel et normalement mais qui sert beaucoup, c'est l'IT. Quand on évolue sur un plan doctrinal, organisationnel par rapport à l'évolution des risques, par rapport à l'évolution de la menace, ça doit partir d'un pourquoi, une théorie, un quoi, une doctrine et les référentiels, là le truc, l'empilement de textes réglementaires, le comment. Ça, c'est devenu un vœu pieux parce que ça va très vite. Mais généralement, c'est l'IT, c'est votre architecture, c'est les contraintes qui vous permettent d'amorcer une prise de conscience, qui vous permettent de casser les silos et de travailler en interdirectionnel, en matriciel, etc. Donc c'est malheureusement la solution technique qui vous permet, maintenant c'est l'IA, qui vous permet de vous affranchir de cette forme de conservatisme. Alors il nous reste très très peu de temps. Vous avez traversé des crises majeures, Notre-Dame, des attentats, le Covid. Quelles leçons de résilience peut-on transposer au monde économique et aux futurs entrepreneurs? Là, j'ai utilisé en teasing de mon premier propos, si vous sortez de ces 4 phases, déni, procrastination, sidération, panique, déjà c'est un grand pas. Après, si vous cultivez à l'intérieur de votre organisation la capacité d'apprentissage en permanence, vous la pérennisez, votre société, votre boîte, votre entreprise. La résilience, c'est aussi dans la gestion des crises, on l'oublie un peu. Vous savez, il y a très peu d'intuition. Il n'y a pas d'homme, déjà, il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle. Je dis aussi, dans un domaine politique, ça c'est fini. C'est l'intelligence collective. Même si l'entrepreneur, au final, c'est lui qui va prendre la décision, c'est lui qui va l'assumer, c'est lui qui en sera responsable, c'est lui qui en sera comptable. Mais ça résulte d'une réflexion collective. Et pour parvenir à ça, la résilience, j'ai utilisé ce mot-clé, c'est aussi la confiance. Et la confiance, ça ne se décrète pas, ça se cultive. Ça se cultive. Dans un courage. C'est très facile d'être courageux physiquement. Hein. C'est très facile d'aller sauver quelqu'un sur feu. On peut laisser sa peau, mais on est porté. Merci. C'est beaucoup plus difficile, courage moral et intellectuel. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais demander d'applaudir le général Jean-Claude Gallet. Merci pour ces éclairages. On aurait pu rester encore très très longtemps.
Merci à tous ceux qui ont permis la tenue de cet événement. Je vais conclure avec une citation du philosophe romain Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Je vous laisse méditer là-dessus. Très bonne journée, à très bientôt. Merci Salah.